pour moi, la créativité, c'est de la magie. C'est quelque chose qui arrive et on ne sait pas trop comment. Mais il y a des petits moyens pour l'inviter. L'un, c'est peut-être d'avoir envie de jouer, d'avoir envie de vivre, d'avoir envie de partager. La créativité, c'est plus un résultat de tout ce mélange-là. Cher public, je suis très chanceuse d'avoir aujourd'hui notre invitée, donc Hélène Engel. Je vous souhaite la bienvenue. Je te souhaite, parce qu'on peut se tutoyer, s'il te plaît. Je vous souhaite ensemble la bienvenue à l'émission L'art et la créativité. Et donc, j'aimerais plonger droit sur notre sujet. Qu'est-ce que tu nous as apporté comme objet? J'ai apporté un collier que ma grand-mère portait et qui, pour moi, est vraiment... Je la vois toujours avec ça. Et quand j'étais gamine, j'adorais... c'est une pierre turquoise, puis du cristal de roche, puis... C'est pas très précieux, mais pour moi, c'était le comble de la beauté. Et c'est le souvenir de ta grand-mère aussi. Et c'est évidemment le souvenir de ma grand-mère que j'adorais. Voilà, donc c'est un bon objet, on va le voir. Mais je sais que tu as beaucoup de chapeaux. Donc, tu as les bacs, tu as fait ton bac en musicologie, donc musicienne. En fait, je suis musicothérapeute. Aussi. Ça, c'est mon bac. Oui. Musicologie, c'est une licence. Licence, oui, c'est ça. Voilà. Et puis, donc, musicothérapie, musicologie. Et toi aussi, tu es interprète, compositrice, il faut dire. Et quel chapeau qui me manque? Tu as beaucoup de chapeaux. Je suis animatrice radio aussi à Radio Shalom Montréal. Exactement. Et puis j'ai aussi une maîtrise de sciences et techniques, mais bon. Et tu étudies à la Sorbonne aussi, voilà, à Paris, parce qu'il faut dire qu'elle vient de Paris. Et puis, elle est là depuis quelques années. On a la chance de la voir ici. On va te découvrir petit à petit. Donc, comment tu t'es introduit dans cet univers musical? Comment c'est arrivé la musique? Mais depuis toute petite, j'aime chanter. Je chantais tout ce qui se passait, la radio, j'apprenais très facilement. Puis j'ai fait partie de mouvements de jeunesse. Et les chansons qui m'ont tout de suite le plus plu, c'était souvent soit de la musique ancienne, soit des chansons folkloriques, de tous les folklores. Alors je me suis passionnée pour le folklore américain, puis après le folklore français, j'ai été faire du collectage dans les campagnes françaises. J'avais un amoureux à l'époque qui faisait du violon et de la cornemuse, et on allait écouter les vieux berrichons chanter ou jouer du violon. Ça me plaisait énormément. Mais toi, c'est plus la guitare, non? Alors ça, c'est un petit peu arrivé par hasard, parce que j'aimais beaucoup chanter, mais je trouvais pas toujours de gens qui étaient prêts à m'accompagner. Alors je me suis dit, je m'accompagnerai toute seule. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de personne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer de la guitare. J'ai pris quelques cours, mais faut dire ce qui est. Moi, je suis une chanteuse qui s'accompagne. Je suis pas une guitariste. Je peux faire illusion. Il y a quelques morceaux, je vais jouer comme il faut, vraiment bien. Mais bon. Toujours la guitare quand même. Et puis, justement, comment c'est arrivé que tu étais sûre déjà que tu voulais être une musicothérapeute aussi par la suite? Comment c'est arrivé cette idée d'être musicothérapeute? C'est ici, c'est ici que c'est arrivé, parce que ça m'avait déjà effleuré quand j'étais en France. Mais en France, j'avais quand même ma carrière de musicienne
Je chantais comme choriste dans les opéras. C'est ça que j'ai trouvé fantastique parce que tu étais comme une chanteuse classique d'opéra. Tu as participé dans des opéras, La Traviata, tu étais les Noces de Figaro. Toutes sortes de choses. Carmen aussi. Carmen à Bercy, absolument. C'était très bien ça. Et puis, comment c'est arrivé la musicothérapie et non, tu as changé aussi par la musique plus traditionnelle. Pourquoi des classiques à traditionnels? Ben, en fait, c'était plutôt de traditionnel à classique, parce que j'aimais ça, la musique traditionnelle. Puis quand j'ai commencé à étudier la musique, je me suis mis à étudier la musique, musicologie, parce que ça m'intéressait comme matière. Et puis après, je suis rentrée au conservatoire, puis là, on n'enseignait pas le traditionnel. Il y avait une classe de jazz que j'ai faite, mais il y avait aussi, c'était surtout le théâtre lyrique. Et alors donc j'ai fait de l'opéra, puis ça me plaisait aussi parce qu'on joue et en même temps qu'on chante. Alors ça me plaisait aussi, vraiment. C'est spécial. Voilà, alors j'ai fait les deux, mais j'ai continué à toujours être intéressée par le côté traditionnel. Et le côté traditionnel, ce qui m'ennuyait, c'était que les histoires, les chansons, c'était souvent des paroles que je trouvais qui correspondaient pas à ce qu'on vivait au XXe siècle, des histoires de mal mariés, quoique. Alors justement, en fait, au début, ça me parlait pas trop. Et c'est pour ça que je suis finalement tombée en amour avec toutes ces chansons juives. C'est ça, je vais en venir à ça, la musique juive, c'est ta passion. Oui. Et donc, c'est ça la naissance, en fait, de cette passion. Bon, ça faisait partie de toutes les chansons folkloriques que je connaissais puis que j'aimais. Mais c'était mon fameux amoureux berrichon. Un jour m'a dit, mais pourquoi tu veux chanter des chansons berrichonnes? T'es même pas berrichonne. Alors j'étais vexée, hein, j'étais triste, comme rejetée de la grande berrichonie. Et alors, je me suis dit, qu'est-ce que je suis? C'est un peu difficile. Les parents, la Hongrie, la Belgique. Alors, finalement, je suis juive. Ah, ça, oui, ça, je sais. Alors, c'est un petit peu comme ça que c'est venu. Les langues juives, c'était merveilleux. Il y avait l'hébreu, il y avait le yiddish, il y avait le judéo-espagnol. J'ai quelques chansons en arabe maintenant, mais c'est encore tout petit, l'arabe. Hein. Voilà. Donc, ça, voilà. Il y a toujours de la place pour grandir. Pour grandir. Voilà. Alors, au début, j'étais très contente que c'était des chansons dans des langues que personne comprenait. Parce que je me disais, je peux mettre beaucoup l'émotion, le sentiment, et on ne va pas se laisser distraire par une histoire qui, au fond, n'a pas grand sens ou grand intérêt maintenant. Et c'est seulement depuis que je suis maintenant à Montréal que je me rends compte que j'aimerais bien retrouver un peu toutes ces histoires. Oui, l'histoire elle-même n'est pas forcément plus intéressante, mais ce que ça vient raconter de l'humanité et des questions importantes. Profondes. Voilà. Ça, par contre, c'est toujours là. Alors, maintenant, j'ai envie de chanter des textes en français. Oui, parce que tu t'intéresses aussi à la musique française, étant française. La musique d'Edith Piaf, j'imagine, et puis ainsi de suite, des grands de la chanson française. Les grands de la chanson française, aussi toute la chanson révolutionnaire française, ou de traduire les idées révolutionnaires des juifs yiddish qui avaient supporté, eu un grand espoir dans la révolution russe. Et puis après, ils ont été déçus, mais au début, il y avait tout ce début, cette croyance extraordinaire dans l'égalité humaine. Alors j'ai envie de traduire tous ces textes-là pour que les gens prennent conscience de cet espoir. De cette richesse aussi, de cette histoire. C'est une richesse. Oui. Et ce n'est pas que le communisme, on jette le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas que Staline et tous ces gens-là. Oui, voilà, complet. Il y a eu un moment un rêve d'égalité humaine. Et à travers la musique, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Quelque chose de très, très bon, de soft aussi. Oui, j'aimerais que tu me parles par rapport à... Tu parles 5 langues, on parlait tantôt, et puis tu chantes en 5
langue aussi. Est-ce que tu trouves qu'on traduit, par exemple, quand tu chantes en yiddish ou bien en judéo-espagnol, comment tu sens une différence? Comment tu sens plus la passion en chantant dans quelle langue? Comment tu transmets cette passion? J'aurais presque envie j'ai envie de te le dire autrement. Oui. Les langues ont une logique. En France, on a 20 ans, on a faim. En anglais, we are 20, we are hungry. Donc, on est quelque chose. En France, on a des choses à la maison. Mais en hébreu, yesh li, à la maison, il y a. Ce n'est pas j'ai. En russe aussi. Donc, chaque langue a une autre logique, une autre façon. Aussi. En anglais, you make money. En français, on le gagne. On ne sait pas trop comment. Des langues, on le mérite. Dans d'autres, il arrive. Dans d'autres, il y en a ou il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment tellement la logique de la langue ça va dépendre du sentiment qu'on a. Et toi, où est-ce que tu te sens plus toi, chantant en quelle langue? Ça dépend de mon humeur. Mais quand je suis désespérée, c'est le russe que je préfère. Ah oui? C'est vrai que le russe, russe, c'est vraiment une bonne langue pour être désespéré. Oui. Mon chum est d'origine polonaise, mais aussi il y a le russe. Et c'est vrai qu'on parle avec lui, il y a une profondeur, une tristesse, je ne sais pas, mais qu'on traduit bien en parlant, soit polonais, soit comme tu dis, le russe, c'est vrai. Et en espagnol, comment tu sens l'espagnol, c'est quand il y a de l'énergie, quand on est là. Voilà. C'est ça. Ça c'est le moment que j'aime vraiment beaucoup. On ne peut pas se répandre complètement avec l'espagnol. On est obligé de garder une colonne vertébrale. Et par rapport à la musicothérapie, ça me fascine aussi, dans le sens comment tu peux saisir aussi la personne, justement. C'est comme une genre d'art-thérapie. Moi, j'étudie l'art-thérapie, mais plus pour la peinture. Est-ce que tu peux avoir une certaine... Oui. Les thérapies par les arts fonctionnent à peu près de la même manière, que ce soit la musicothérapie, l'art-thérapie. On va aller chercher par le jeu, par le côté ludique, la personne, qu'elle puisse s'exprimer. Le fait qu'on utilise les mots que lorsque la personne est prête, ça fait qu'on peut aller toucher à des choses douloureuses sans aller faire mal, tant que la personne n'est pas prête. Puis au bout d'un moment, on peut y aller. C'est pareil, on va dessiner quelque chose, que ce soit ce qu'on chante, ce qu'on dessine, ce qu'on joue. Et puis on fait quelque chose de très dur. Et puis on dit, tant que la personne n'est pas prête à voir le dur qu'il y a dans son dessin, c'est pas à nous, le thérapeute, d'aller... On va lui demander, qu'est-ce que tu as mis là? Oui, je comprends. Et si la personne ne voit pas qu'elle a mis des bombes et des machins et des choses... On n'en parle pas, c'est vrai. On n'est pas prêt, on ne les dit pas. Là. Ah, c'est des fleurs. Ah, d'accord, c'est des fleurs. C'est des fleurs. Okay. Et qu'est-ce que ça t'apporte, la musicothérapie, dans ta créativité, par exemple, à toi? Ben, ça se nourrit. Pour moi, quand j'étais en France, il y a eu un moment où je ne savais plus qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux, parce que je chantais dans un opéra. Enfin, je chantais dans un opéra le soir, mais la journée, on répétait pour un autre. Donc, on était déjà des personnages différents. Et c'est en jouant la comédie et en chantant comme ça que je gagnais de l'argent. Donc, où était le réel? Alors, être musicothérapeute, ça me ramène dans... Ici, maintenant, les vraies personnes et les vraies choses qui ont lieu. Je crois beaucoup à l'importance du superflu. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le collier. Un collier, ça ne sert à rien. Mais
C'est Ça tellement apporte quelque important. chose. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors voilà, pour moi, je garde ces deux choses-là. C'est très important, la comédie, les arts, les choses qui n'ont C'est des superflus, entre que du guillemets, que le monde superflu, dit. qui est essentiel pour quand même la vraie vie. Pour l'être humain, c'est vrai. Donc j'ai beaucoup besoin d'aller dans les deux. Ça, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que beaucoup de monde, justement, disent que l'art, c'est superflu, que ça sert à quoi? Mais quand même, il y a un symbolisme, il y a une profondeur dans ça, dans l'art aussi. Puis vivre pour manger puis dormir, ça m'excite pas beaucoup. Mais vivre pour aller voir tel beau tableau, pour aller écouter tel beau concert, pour aller chanter ici ou là, ah oui, ça m'allume. Parle-moi des trios. Tu as des trios t'es parti des trios continental, trio Hélène Engel, et puis d'autres trios aussi. Parle-moi de ça. J'aime beaucoup la formule en trio, parce que c'est petit, puis donc on peut se déplacer facilement. Pendant des années, j'ai travaillé ici avec accordéon et violon, avec des artistes remarquables, hein, que ce soit Henri Oppenheim ou Marie-Neige Lavigne. Puis ensuite, j'ai travaillé avec Mélanie Bergeron, qui a fait l'accordéon. Maintenant, je travaille avec une bassiste qui s'appelle Abby Geiger. Toutes les personnes viennent m'apporter leur richesse. Et ça toi, change. tu les apportes ta richesse aussi. J'espère. C'est sûr. Alors maintenant, je travaille avec une violoniste qui s'appelle Elsa Corgier. Alors ça, c'est pour les gens d'ici. Je travaille aussi avec mon fils, qui est clarinettiste. Alors, de temps en temps, il joue avec. Et puis... Côté familial aussi. En France, j'ai rencontré 2 musiciens, là, c'est très neuf que je travaille avec eux. Un accordéoniste ukrainien et un violoniste français, qui sont absolument excellents. Alors, c'est... Ça enrichit. Parle-moi aussi de la radio. Tu fais la radio. Donc, oui. Radio Shalom. Alors, je travaille à Radio Shalom depuis, ça va faire 9 ans maintenant. Je fais une émission qui s'appelle merci, Les faces cachées de la musique juive. Et où ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre des musiciens que personne connaît. Justement, oui. Et de les faire connaître. Et tu m'as fait découvrir quelqu'un que je connaissais pas, qui était inspiration de Edith Piaf. Tout le monde connaît Edith Piaf, mais personne connaît Marie Duba. Et voilà. Grâce à toi que j'ai découvert, alors je vous on prie d'aller écouter. Oui, vas-y, continue. On peut écouter. Alors, j'ai un autre trio qui s'appelait Trio Tricontinental, où j'avais commencé à travailler avec un percussionniste, joueur de tabla indien. Oui, ça c'est... J'étais fascinée par ça, j'étais écoutée aussi. Ah oui, et un joueur de oud marocain. Oui. Et on s'est rendu compte qu'à nous 3, on représentait 3 continents sur un 4e. Vrai, quel symbole fort. Alors ça nous avait, oui, c'était vraiment bien. Alors c'est un peu difficile de les mettre parce que l'Indien, il est à moitié aux Indes, à moitié ici. Moi, je voyage quand même beaucoup avec la France. Le Marocain aussi, le Maroc, mais aussi il a beaucoup de choses ici. Il fait l'orchestre arabo-andalou. Donc voilà, on n'arrive pas beaucoup à jouer ensemble, mais quand vous trouvez le temps, c'est... Voilà. C'est bon. Écoute, Hélène, j'aimerais te poser tellement de questions, mais le temps file et c'est fini là, mais pas fini là, mais pour les questions. Mais on va aller à la pause. Je vous invite à revenir parce qu'on va continuer à en parler après la pause. Nous sommes de retour de la pause et je vous laisse avec la prestation de Hélène Engel. Alors c'est une chanson de Holly Near qui a écrit une sorte de blues et le groupe klezmer, les Klezmatics,
a fait une version en anglais et en yiddish de cette chanson. Alors moi, j'ai décidé d'en faire une version française. Et je chante en général un petit peu la française et l'anglaise. J'ai pas peur. J'ai pas peur de votre Jéhovah, j'ai pas peur de votre Allah, j'ai pas peur de votre Jésus, mais j'ai peur de ce que vous faites au nom de votre Dieu. J'ai pas peur de votre Torah, j'ai pas peur de votre Coran, j'ai pas peur de votre Bible, mais j'ai peur de ce que vous faites au nom de votre Dieu. Debout, prends ta vie en main, libère-toi de la peur qui te dévore. Méfie-toi de ceux qui ont le pouvoir, ceux qui disent avoir la vérité, sont ceux qui vont te l'imposer. I ain't afraid of your Yahweh, I ain't afraid of your Allah, I ain't afraid of your Jesus, I'm afraid of what you do in the name of your God. I ain't afraid of your Torah, I ain't afraid of your Quran, I ain't afraid of your Bible, I'm afraid of what you do in the name of your God. Rise up to your higher power, free up from fear, it will devour. Watch out for the ego of the hour, the ones who say they know what are the ones who will impose it on you. J'ai pas peur de votre Jéhovah, j'ai pas peur de votre Allah, j'ai pas peur de votre Jésus, mais j'ai peur de ce que vous faites au nom de votre Dieu. Oh, j'ai pas peur de votre Torah, j'ai pas peur de votre Coran, j'ai pas peur de votre Bible, mais j'ai peur de ce que vous faites au nom de votre Dieu. Oh oui, j'ai peur de ce que vous faites au nom de votre Dieu. Oh oui, j'ai peur de ce que vous faites au nom de votre Dieu. Pour revoir la prestation de notre invité ou pour voir des extraits inédits, visitez notre site web, devenez fan de notre page Facebook ou suivez-nous sur YouTube. Et voilà de retour, ma chère Hélène. Donc, on va commencer à piger. Des questions piégées peut-être, on ne sait jamais. Non, non, non. Une belle bleue. Voir. Oui, ok. Donc, et pendant que je fais la question, j'aimerais que tu me parles de tes disques aussi. Tu as fait 5 disques? Pour le moment, j'ai fait 5 disques, dont 2 ici. J'ai fait Voyage en 2007. Ça commence à faire un peu vieux, alors je suis en train d'en préparer un. Je ne sais pas s'il verra le jour, mais... Il va voir les jours. Ok. Donc, que faites-vous pour vous ressourcer? J'écoute de la musique du Moyen-Âge, des chœurs de la Renaissance, des choses comme ça, en faisant de la broderie. Oh, ça c'est tout un programme et c'est bon. Ça, on va essayer ça. Encore une autre, s'il te plaît. Un autre bleu. Ok. Donc, les printemps ou l'automne? Ah ben voilà, ça y est, ça recommence. Les deux. Le printemps, les petites fleurs, les petits oiseaux, c'est super, mais c'est le début de la saison d'allergie. Ok, alors c'est l'automne? Non, en fait, j'ai découvert l'automne ici, à Montréal. L'automne en Amérique du Nord, c'est magnifique. Ça, vraiment, j'ai eu un coup de foudre. Un coup de foudre complet. Tout le rouge,
au point de vue esthétique, l'automne ici. C'est vrai, les couleurs sont magnifiques, la température est belle, donc oui, c'est vrai. On y va pour une autre. En plus, les paysages ici, c'est magnifique, vraiment. Quel attachement avez-vous avec Montréal? Ben, que Montréal m'a accueilli, c'est déjà beaucoup. C'est l'endroit où, mon mari étant un Américain anglophone et moi une Française francophone, parisienne. Ben, Montréal, c'est un trait d'union, c'est un endroit... Entre les deux, c'est vrai, c'est voilà. bon. C'est votre, comment je peux dire, votre... intersection. Exactement, votre boule d'amour. Voilà. Non? Maintenant, c'est presque fini, mais avant de finir, j'aimerais que si tu veux dire quelque chose aux jeunes qui t'écoutent, qui peut-être veulent être des musiciens et qui, je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, je ne sais pas très bien qu'est-ce que je pourrais dire aux musiciens, mais à tous les gens, j'aurais envie de dire, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos esprits. Écoutons-nous et regardons les autres, parce que j'ai été vraiment récemment très choquée. Et j'ai eu de la peine. J'ai rencontré quelqu'un qui a commencé à me parler et qui m'a dit comment tu fais, tu es chanteuse, c'est intéressant, etc. Bon, très bien. Puis à un moment, il me dit, mais qu'est-ce que tu chantes? Ben moi, je chante la tradition juive. Juif! Et automatiquement, une barrière. Un Québécois. C'est pas, il n'était pas d'origine arabe, rien du tout. Un Québécois. Et ça y est, c'était fermé. J'avais pas changé. Alors, j'aimerais ça, ne prends pas les autres pour ce que tu imagines, même si... Prends la peine de les connaître. Voilà, il y a peut-être des gens... Par exemple, j'y pense beaucoup parce qu'en ce moment, il y a tout ce mouvement pour le boycott. Et je suis très heurtée de voir que on veut empêcher les artistes, les professeurs de venir, alors que c'est justement eux qui ont une ouverture, qui sont prêts à dialoguer avec les Palestiniens, qui sont prêts à leur faire de la place, qui sont prêts à justement travailler ensemble pour faire quelque chose. Et des Québécois qui n'ont jamais mis les pieds en Israël, ils décident, ah non, ben, on veut pas de toi. Ça me... Voilà. Alors j'ai envie de dire, ouvrez-vous, ouvrez les yeux à la personne, aux gens. La politique, c'est vraiment tellement une histoire qui vient après. Rencontrons-nous entre humains, puis après, on a une petite chance de faire bouger la politique. C'est pas l'inverse qui va se passer, ça c'est certain. Bah écoute, avec ces moments, je te souhaite bonne continuation dans ta carrière, dans ta vie, et puis merci d'avoir été là. Au cher public, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et à très bientôt. Va, vis et deviens. C'est un beau mot d'ordre pour tous et aussi pour cette belle émission, l'art et la créativité, avec toute mon amitié.